Donc, ben voilà, nous avons la joie d'inaugurer ce premier épisode Cévenol. Alors, je vous avertis tout de suite, il n'y aura pas de pluie diluvienne. Enfin, on ne les a pas prévues. Donc, ça sera plutôt une intervention de qualité par notre intervenant Daniel Favre. Donc, voilà. On commence ce premier webinaire aujourd'hui. Nous avons une programmation qui va se mettre en place sur l'année, que l'on espère et que l'on souhaite la plus régulière possible. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour voir les prochaines interventions. Donc l'idée, c'est d'avoir des experts, des praticiens qui puissent venir nous éclairer sur nos pratiques, nous apporter des apports théoriques et pratiques pour voilà, améliorer nos pratiques professionnelles. Alors, j'avertis tout de suite, on s'est essentiellement centré pour nous sur notre public ici à Flora, qui est notre public central, qui sont les enseignants des lycées agricoles. Voilà, mais bien sûr avec toute l'ouverture et la joie d'avoir aussi tout plein d'autres d'autres personnes qui nous rejoignent sur ces webinaires. Donc, je me présente, je suis Oran Bischoff. Voilà, avec Marc, nous travaillons à Florac, donc sur le campus de Florac. Nous sommes un petit institut en Lozère, donc intégré dans une école qui s'appelle Montpellier Supagro, elle-même intégrée dans une plus grande école qui s'appelle l'Institut Agro, voilà, et qui est une école d'enseignement supérieur sur des questions d'agriculture, d'alimentation et d'environnement. Voilà, nous ici à Florac, nous avons des licences professionnelles, la formation initiale. On a quelques représentants qui nous ont rejoints aussi pour ce webinaire. Et donc, comme je le disais, nous accompagnons essentiellement les équipes de l'enseignement agricole sur des questions de gestion durable des espaces naturels par l'agriculture, des questions d'éducation et de pédagogie et des questions de méthodes et outils de coopération. Voilà. Alors, je ne vais pas trop tarder parce que Daniel a beaucoup de choses à nous dire. Donc, aujourd'hui, voilà, Daniel nous fait l'honneur de ce premier webinaire. Il est professeur des universités honoraires en sciences de l'éducation à l'Université de Montpellier. Il a un doctorat d'État en neurosciences et en sciences de l'éducation. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, hein, il est très accessible malgré tout. Et voilà, il a été donc neurobiologiste et professeur en sciences de l'éducation à la faculté d'éducation de Montpellier. Daniel va mieux se présenter, va compléter sa présentation. La thématique d'aujourd'hui qui nous semblait vraiment cruciale, c'est la question des émotions, trop souvent oubliées dans les salles de cours et peut-être même un peu au quotidien, dans nos urgences quotidiennes. Et du coup, voilà, l'idée, c'était vraiment d'apporter l'éclairage issu des neurosciences pour parler des émotions dans les mécanismes d'apprentissage. Donc, suite à l'intervention de Daniel, nous vous proposerons un temps par groupe, par petits groupes, pour formuler vos questions, vos ressentis et peut-être vos demandes pour aller plus loin sur quelques thématiques. Nous vous redirons ça à la fin de l'intervention de Daniel. J'espère que pour vous, tout est clair et je te donne la parole, Daniel, à toi. Ok, bonjour à tous. Je vais peut-être procéder au partage de l'écran là pour mettre. Vous remarquez que j'arrive pas à faire deux choses à la fois, en particulier parler et manipuler l'ordinateur. Et juste dire un mot par rapport aux recherches que j'ai fait en neurosciences. Ça touche essentiellement la plasticité,
C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais la plasticité, c'est la capacité de notre cerveau de se réparer, de se remodeler et finalement d'être en capacité d'apprendre tout au long de la vie, quel que soit notre état de santé. Et parallèlement à ces 16 ans passés en neurosciences, j'étais aussi formateur d'enseignants et je me suis rendu compte que autant le cerveau était plastique, autant on avait beaucoup de difficultés à modifier nos représentations, à les faire évoluer en fonction du temps. J'étais également enseignant, donc d'une année à l'autre, je voyais que les étudiants avaient beaucoup de mal à abandonner ce qui avait été une représentation erronée l'année d'avant, et je retrouvais à peu près les mêmes erreurs chez mes étudiants. Donc, je me suis intéressé dans la formation des enseignants à ce qui pourrait être la dimension affective des apprentissages, et en particulier, ce qui m'étonnait, c'était de voir comment était traitée l'affectivité dans la formation des enseignants. Quand en 91, je vais quitter les neurosciences, oui, je vais très rapidement me retrouver avec des thèmes de recherche qui touchent la violence, et en particulier les liens qu'il y a entre la violence et l'échec scolaire. Ces liens sont assez importants, comme je le préciserai plus tard. Alors, de ces recherches sur la violence, c'est un peu le contexte dans lequel j'ai tiré ce que je peux vous dire ce soir. Il y a quelques éléments clés de cette recherche. C'était d'abord de distinguer l'agressivité et la violence pour ne pas les mélanger, alors que pour beaucoup de personnes, même des chercheurs actuellement, il y a, violence et agressivité sont un petit peu des synonymes. En particulier, la violence fait partie des pulsions de vie, comme celles qui nous amènent à manger, à boire ou à nous reproduire. Et l'agressivité, elle est au service de notre sécurité. Donc, vous voyez que ça nous maintient en vie avec se nourrir, boire et se reproduire. Et la sécurité, elle touche trois plans. La sécurité physique, je ne me laisse pas mettre en morceaux ou frapper. Psychique, je vais me sentir en sécurité quand je me sens reconnu et accepté. Et au contraire, quand je suis traité comme un objet, manipulé comme un pion, là, j'ai l'émotion de l'agressivité qui monte, qui s'appelle la colère. Donc la colère, elle est au service de la vie, et elle ne devrait pas être inhibée. En tout cas, pas inhibée de manière chronique, mais il faudrait une éducation à l'agressivité qui permettrait justement de donner un côté acceptable à cette manifestation de la vie. Et enfin, le troisième domaine, c'est le domaine territorial. Vous voyez que Homo sapiens est chatouilleux par rapport à ses frontières. Là, je ne peux pas m'approcher, mais vous êtes dans votre territoire, donc, mais imaginons que je sois avec vous et que je commence à fouiller votre sac à main, vous verriez quelque chose qui monte, qui s'appelle la colère, et ça fait tout à fait partie de l'agressivité. Puis il y a aussi le territoire symbolique, qui est notre domaine d'expertise, et vous voyez, quand il est remis en question, eh bien, il y a la colère qui monte en nous. Et tout ça ne doit pas être confondu donc, avec ce qu'ont montré nos recherches, à savoir que la violence relevait d'un comportement addictif, c'est-à-dire d'un besoin acquis de rendre les autres faibles, impuissants, inconfortables, pour soi-même se sentir fort, confortable, puissant. Et on a montré que ça permettait à ce moment-là de se sentir moins anxieux. Sauf que cette façon de faire nous met en référence externe, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui sommes puissants, c'est parce que les autres se sentent impuissants que nous nous sentons puissants. Voilà, ça c'était le premier point que je voulais résumer en introduction. Le deuxième peut vous intéresser aussi dans la mesure où ces jeunes à qui on a fait passer 7 tests différents, ça va tout dans le sens d'un déficit d'autorégulation. Ils savent moins s'autoréguler que les autres. Et troisième point que j'aimerais aussi pouvoir traiter, mais peut-être pas ce soir, mais à un autre moment, ils recourent, ces jeunes désignés comme violents, ils recourent à la pensée dogmatique plus que les autres. Cette pensée dogmatique est aussi une pensée qui est simplifiante. Et le fait d'avoir besoin
de représentation stable et immuable fait qu'ils vont être particulièrement handicapés, ou plus que les autres, en tout cas pour réussir les apprentissages, puisque pour réussir un apprentissage, il faut être prêt à déstabiliser ce qu'on sait déjà pour le faire évoluer. En plus, autre inconvénient et pas le moindre, la pensée dogmatique, si elle est trop systématique, peut engendrer l'addiction à des certitudes. Et on a vu depuis certains attentats que les gens deviennent dangereux quand on menace leurs certitudes. La bonne nouvelle de ces recherches, c'est d'avoir pu démontrer scientifiquement que ces phénomènes, échec scolaire et violence, sont réversibles et qu'il est évidemment beaucoup moins coûteux de faire de la prévention de la violence et des échecs scolaires plutôt qu'une fois que c'est installé, de revenir en arrière. Dans tous les cas, que ce soit pour la prévention ou pour la curation, il s'agit de prendre en compte une dimension oubliée ou mise de côté ou traitée comme non prioritaire, voire dérangeante, qui est la dimension affective des apprentissages et de la vie relationnelle. La méthode que nous avons mise en place, elle procède de mettre à la portée de ces jeunes des feedbacks qui leur permettent de s'autoréguler. Et si on veut vraiment résumer cette méthode consiste à penser ce que l'on sent. J'espère qu'on pourra le voir en cette fin d'après-midi et ressentir ce que l'on pense. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais peut-être qu'on aura droit à un deuxième rendez-vous si ça vous intéresse. En gros, il s'agit d'introduire 7 feedbacks conscients dans la vie de ces jeunes. Alors, si cela vous intéresse, vous avez la dernière édition, en fait, c'est que la deuxième, de Transformer la violence des élèves, avec son site compagnon qui est transformerlaviolencedeselèves.com, dans lequel sont résumées toutes ces recherches, avec, si vous connaissez des gens qui font un mémoire, il y a toutes les références et les pistes pour approfondir, en tout cas. Un bon tiers du livre est consacré aux formations qui seraient utiles de mettre en place, en tout cas dans le sens de modification de la formation des professionnels de l'enseignement. Alors, le plan que je voulais vous proposer est le suivant. Oran vous a proposé, elle a employé le terme de neurosciences, donc on ira faire un petit tour du côté des neurosciences pour comprendre pourquoi il est nécessaire d'apprendre à s'autoréguler pour utiliser justement des commandes qui sont en nous, qui existent en nous biologiquement, mais que l'éducation nous a pas donné toujours les clés pour les autoriser, les utiliser. Le point 2, c'est cesser d'utiliser une carte obsolète des motivations humaines pour penser ce que l'on ressent. Et donc, on va utiliser une carte plus complète qui nous sera utile pour accompagner les apprentissages avec bientraitance en favorisant l'autorégulation et l'avènement d'un sujet. L'avènement d'un sujet, c'est la mission fondamentale de l'école de la République. Le point 4, ce sera investir la pensée non dogmatique pour sentir ce que l'on pense. Donc, c'est le corollaire de penser ce que l'on sent, sentir ce que l'on pense, et devenir du même coup plus résistant aux emprises et nous permettre ainsi d'apprendre tout au long de la vie. Voilà ce plan. J'espère qu'il vous convient. J'espère qu'il va vous intéresser. Et je vous donne rendez-vous maintenant du côté du cerveau. Alors, quand on est neurobiologiste et un peu histologiste et qu'on regarde comment fonctionne le cerveau, on est étonné, en tout cas, on est étonné de voir qu'il n'y a pas de séparation entre neurones cognitifs et neurones émotionnels. C'est-à-dire ce qu'on aurait tendance, nous, à séparer par des lignes de démarcation. Des fois, on dit à quelqu'un, tu penses au-dessus des sourcils, essaye de penser en dessous.
On reproche des fois des gens à penser en dessous de la ceinture. C'est vrai qu'il y a des neurones aussi en dessous. Mais il n'y a pas de ligne de démarcation. C'est-à-dire que cognition et émotion au niveau des neurones, ça marche ensemble. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais vous montrer, vous démontrer, en regardant qu'est-ce qui se passe dans le cadre de la vision, comment l'information visuelle est traitée avant de devenir consciente. Donc, si vous voulez bien, en tout cas, je vois personne qui proteste, je, je vous propose ce schéma qui peut paraître compliqué au début. En fait, ça représente ici un cerveau qui est vu de profil avec un œil. Donc, par rapport à moi, c'est comme si j'étais comme ça ici avec les lobes frontaux sous ma main. Et regardons par les flèches ce que devient l'information visuelle. Toutes ces flèches qui sont là, en fait, ce sont des voies nerveuses, des fibres nerveuses qui existent biologiquement. Donc, on a appris à l'école que l'information part de la rétine, passe par le thalamus, va dans les aires occipitales derrière, passe par les aires temporales de chaque côté, et elles deviennent conscientes quand elles arrivent ici dans les aires frontales. Ce qu'on ne dit pas trop à l'école, parce qu'il faut déjà faire un peu de la recherche en neurobiologie, c'est qu'il y a des fibres ici qui vont dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce qui est programmé ici dans le thalamus va modifier le travail de la rétine. Ce qui est programmé ici dans les aires occipitales va modifier le travail du thalamus, etc., et à tous les niveaux. Et les connaissances que nous avons déjà vont interférer avec ce que nous percevons. Toutes ces programmations, elles se font au cours de notre existence, que nous soyons conscients ou pas, elles se produisent. Et elles vont filtrer ce que nous percevons. Donc, ce que nous percevons, ça fait peut-être un choc lorsqu'on l'entend pour la première fois, n'est pas la réalité. C'est le fruit d'un retraitement, d'une reconstruction que chacun d'entre nous faisons de la réalité. Donc, il y a un métier qui n'est déjà pas évident, c'est le métier d'enseignant, puisqu'il s'agit de faire en sorte que ce qu'on dise trouve une adresse dans le référentiel individuel de chacun, référentiel qui est unique, qui fait que chacun d'entre nous est unique. Donc là, par exemple, une de mes questions, c'est est-ce que je dis en ce moment, ça a un sens pour vous qui m'écoutez ou qui me voyez, sachant que j'ai de vous pas grand-chose, une petite vignette, et encore, j'en ai pas beaucoup. Je ne sais pas si je pourrais en avoir plus d'ailleurs. Je ne sais pas comment mettre plus de personnes. Je ne sais pas comment faire. Bon, je ne vais pas passer plus de temps à ça. Et je reviens sur ce schéma pour dire donc qu'on ne perçoit que ce que notre passé nous a préparé à percevoir. Et puis, au centre du cerveau se trouvent des neurones qu'on appelle dopaminergiques, sérotoninergiques, adrénergiques, etc. Ils sont ensemble responsables de nos ressentis, ou associés à nos ressentis en tout cas. Et vous voyez que c'est des doubles flèches grasses que j'ai mis parce qu'ils interfèrent à tous les niveaux avec le traitement de l'information visuelle. Autrement dit, selon ce qu'on ressent, eh bien, ça va modifier ce qu'on perçoit. Alors, je vais mettre un petit peu tout à l'heure un coup de zoom sur cette relation ici avec les lobes frontaux, qui est la partie du cerveau dont le fonctionnement est un peu conscient, avec le cerveau affectif et émotionnel qui est représenté ici au centre du cerveau. Donc ça, on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure parce qu'il y a des informations importantes à connaître. Alors, de tout ceci, on peut retenir deux conclusions. Première conclusion, on voit donc mieux ce que notre passé nous a préparé à voir. Et deuxième conclusion, l'état émotionnel d'un sujet interfère en permanence avec le traitement de l'information. Donc, il n'y a pas de fonctionnement cognitif qui soit indépendant du fonctionnement émotionnel. Et ça, c'est peut-être à revoir un petit peu plus pour chacun d'entre vous, parce que souvent, on pense que les émotions, on ne les perçoit que quand elles sont fortes. En fait, je vais vous montrer dans les minutes qui viennent qu'on a tout le temps des émotions. Et il s'agit d'en prendre conscience.
C'est un petit peu la proposition qui va vous être faite dans les quelques minutes qui viennent. Donc, à chacun de trouver un exemple où il s'est pris en flagrant délit dans le cas où une émotion a modifié ce qu'il pensait. Alors, les lobes frontaux, si on les détruit, s'ils sont lésés, on peut continuer à fonctionner. Mais il y a des fonctions qui vont disparaître. Par exemple, celle de pouvoir déclencher un mouvement quand on le décide, comme ceci, je le fais devant vous. J'aurais pu le faire sans mes lobes frontaux, mais dans ce cas-là, j'aurais besoin d'une consigne où on m'aurait dit Daniel Favre, quand la lampe qui est là-bas dans votre pièce va se mettre à clignoter, vous prendrez la chope et vous boirez un petit peu d'eau. À ce moment-là, quand la lampe clignote, je la vois, elle clignote, je prends ma chope et je bois. Quelle est la différence entre les deux gestes que vous venez de voir? Mais dans un premier cas, j'ai utilisé mes lobes frontaux, c'est moi qui ai décidé le mouvement, et dans l'autre cas, ça a été décidé par l'extérieur. Et là, on a en même temps une notion que je trouve importante, qui va nous servir, c'est est-ce que chacun d'entre nous, on est en référence interne, c'est moi qui décide, ou alors l'origine du mouvement est extérieure à nous, en référence externe. Donc ça, c'est une première fonction. Une deuxième fonction, c'est se représenter l'absence. Donc chacun de nous peut visualiser des perceptions sensorielles, par exemple le visage de votre papa, et vous pouvez lui faire des simulations, c'est-à-dire vous pouvez lui rajouter des tresses de Gaulois, une moustache s'il n'en a pas, ou lui enlever, lui mettre des bigoudis, lui mettre des lunettes, pas de lunettes, un masque de plongée, ce que vous voulez. Tout ça, ce sont des simulations qui font que cet écran intérieur que nous avons, cet espace psychique que nous avons, pour le moment, il est inviolable par les outils de la physique, de la science, et on peut y faire ce qu'on veut, c'est un espace privé, et il y a des pédagogies qui nous font faire de la géométrie, par exemple, les yeux fermés. Si on développait beaucoup cette capacité à utiliser cet écran intérieur, qu'on va utiliser, par exemple, quand on nous raconte une histoire oralement, pas quand on nous montre un film à la télé, si on l'utilisait beaucoup, eh bien, cet écran intérieur ferait concurrence aux écrans extérieurs. Et justement, s'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de plaisir à lire et donc ils ne lisent pas, c'est parce que justement cette fonction des lobes frontaux est plus ou moins en panne. Donc, ils ont besoin que l'écran soit à l'extérieur. Toujours avec ces lobes frontaux, on peut simuler l'avenir, se représenter ce qu'on va faire ce soir, ce qu'on va faire cet été, ce qu'on va faire dans 5 ans. On peut aussi se représenter à la fin de sa vie et se demander ce qu'on aimerait avoir réalisé dans cette vie pour que la quitter soit moins pénible. Et puis, avec les lobes frontaux, on peut aussi inventer des solutions nouvelles et inhiber une réponse qui était bonne autrefois. Et tout cela, ça correspond à l'apprentissage. Donc, c'est avec eux qu'on peut apprendre. Et quand ils sont en panne, on ne peut plus apprendre. Donc, il y a pas mal d'élèves qui sont en deuil. Il y en a à peu près un par classe, 1 sur 30 en France, d'un point de vue statistique. Et là, généralement, ce sont des élèves qui ont beaucoup de mal à apprendre et il ne faut pas s'acharner contre eux, quoi. C'est quelque chose qui est à prendre en compte. C'est grâce aux lobes frontaux aussi qu'on peut diriger, maintenir l'attention en fonction de nos projets. Et enfin, c'est grâce à nos lobes frontaux qu'on peut réguler nos émotions. Donc, réguler, ce n'est pas gérer, ce n'est pas exercer un pouvoir sur nos émotions, c'est exercer une liberté, au contraire, de pouvoir laisser s'exprimer l'émotion, si je choisis, ou au contraire, parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas, le bon endroit, ce n'est pas les bonnes personnes, et je n'ai pas dit oui. Donc, on peut réfréner nos émotions. Cette liberté de laisser s'exprimer ou réfréner. Alors, il y a une enquête
qui a été faite par Oran, qui était de poser des questions aux enseignants. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez en ce moment, vous y avez participé. Et ces différentes questions qui finalement visent à se demander si les circonstances actuelles liées aux mesures sanitaires n'ont pas tendance à, avec les contradictions qu'elles véhiculent chez les adultes, à mettre un petit peu en stand-by les lobes frontaux. D'où des questions comme par exemple, est-ce que les élèves sont pas plus dans l'impulsion? Alors, comme les élèves sont en général des élèves de lycée ou voire des étudiants de première année, c'est peut-être pas très visible, mais en tout cas, j'ai pu voir qu'au niveau des réponses, il y avait pas mal d'élèves ou de jeunes étudiants qui étaient un peu en panne au niveau des lobes frontaux, c'est-à-dire on pouvait voir un impact sur le fonctionnement des lobes frontaux, sans doute parce qu'il y a trop d'émotions. Et on va le voir dans un moment, le trop d'émotions engendre une inhibition des lobes frontaux. Donc, je ne sais pas si, on a oublié d'en discuter, si le résultat de cette enquête, vous pourrez y accéder. Mais si c'est possible, je vous invite à aller voir cette enquête, ses résultats, en fonction de cette diapo numéro 10 que vous aurez sur le site et qui vous permet donc de repérer les différentes fonctions des lobes frontaux et peut-être conclure qu'il y a une difficulté à faire fonctionner les lobes frontaux liée au trop d'émotions. Alors, le petit coup de zoom dont je vous avais parlé, c'est celui-ci, où on a ici les lobes frontaux, où on a ici le cerveau affectif émotionnel. Les flèches vertes représentent des fibres nerveuses biologiques. Il y en a dans les deux sens. Et l'information qui est en plus et qui n'y avait pas sur le dessin, c'est le signe moins. Ça veut dire que les lobes frontaux peuvent inhiber le cerveau affectif émotionnel et le cerveau affectif émotionnel peut inhiber les lobes frontaux. Il faudrait que je vous laisse quelques secondes pour digérer cette diapo et comprendre comment ça marche. Mais bon, je ne vous le laisse pas trop ce temps, mais je vais continuer à parler en l'illustrant. Et je vais l'illustrer par exemple avec une enseignante marocaine qui avait pour objectif de faire baisser les yeux à un élève d'une douzaine d'années qui la regardait dans les yeux. Alors, elle était issue d'un système éducatif traditionnel où les jeunes marquent le respect aux adultes en baissant les yeux. Et avec celui-là, elle n'y arrivait pas. Donc, en elle, ça commençait à la mettre en insécurité. Donc, elle se met en colère. La colère monte, elle menace, elle crie, elle menace, et rien n'y fait. À un moment donné, donc, ses lobes frontaux sont inhibés, et la seule perception qu'elle a, c'est cet élève, s'il ne m'obéit pas, s'il ne se soumet pas, je perds le contrôle sur la classe et je suis foutu comme enseignante. Donc, c'est lui ou c'est moi. Elle a décidé que c'était lui. Elle l'a attrapé, elle l'a passé par la fenêtre. C'est ce qu'on appelle un passage à l'acte. Elle a passé par la fenêtre du deuxième étage. L'élève, à part une grosse frousse, n'a eu aucune séquelle physique. Mais simplement, ça illustre le fait qu'à un moment donné, nos lobes frontaux étant inhibés, on va faire des choses qui sont interdites. Il n'est pas interdit d'avoir envie de passer un élève par la fenêtre, il est interdit de le faire. Inversement, si on est maltraité, surtout dans la prime enfance, on va avoir tendance, ou se sentir abandonné, on va avoir tendance à diminuer le contact avec nos émotions. Et c'est ce qu'on va retrouver beaucoup chez les élèves violents, c'est-à-dire une coupure par rapport aux émotions. Nos lobes frontaux fonctionnent à notre insu de plus en plus pour éviter de rester en contact avec cette souffrance qu'on a eue. Alors, que serait la liberté? Bien, la liberté que nous propose cette connexion nerveuse, c'est si on a eu une éducation qui va dans ce sens, c'est de rester tout le temps en contact avec nos émotions. Et quand elles deviennent un peu fortes, se demander, est-ce que je
cela me convient de vivre fortement mes émotions en ce moment, ou alors ce n'est pas l'endroit. Par exemple, je suis actuellement en train de faire une conférence, je ne vais pas penser à la mort d'un ami, je ne vais pas penser aux obsèques où je suis allé hier, aux obsèques d'une amie, parce que si j'y pense, si je laisse monter l'émotion qui va avec, au bout d'un moment, je pourrais ne plus parler. L'émotion va me submerger. En revanche, je suis avec des amis, c'est très plaisant, on devient de plus en plus euphorique, et pourquoi pas laisser l'euphorie nous gagner. Je pense à ce qui s'est passé pour le réveillon, où j'ai bien rigolé. Si j'y repense encore, je redeviens presque euphorique, donc je vais cesser d'y repenser. Notre liberté, elle est là. Est-ce que j'inhibe ou j'inhibe pas en fonction du choix des circonstances? Est-ce le bon endroit, le bon moment, les bonnes personnes? Et est-ce que je dis oui à vivre l'émotion? Au contraire, je réfrène. Donc, ce serait cela notre liberté. Et l'outil pour y arriver, on va le voir après. Je voulais faire un exercice intermédiaire que j'avais oublié, qui est un exercice nouveau qui utilise les circonstances actuelles pour voir si tester en vous ce qui est le plus fort, si c'est la raison ou les émotions. C'est un petit test. Donc, vous pouvez déjà vous dire à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui est plus fort? Est-ce que ce sont les émotions chez vous qui gagnent ou la raison? Maintenant, vous allez pouvoir vérifier. Je vous ai mis la mortalité, dont on ne parle pas tous les jours en France, qui a environ 600 000 morts par an en France. Et ça ramène à chaque jour, en moyenne, il y a 1670 morts, qui comprennent les victimes de la pollution, 186, les victimes du tabagisme, 191, les victimes de l'alcoolisme, 110. La Covid, elle a fait en 2020 180 morts par jour, avec des pics au mois de mars-avril et un pic moindre à l'automne. Et on est toujours une sorte de pic, si vous voulez. Donc, vous voyez qu'il y a que les mortalités de la Covid se situent à peu près au niveau du tabagisme ou de la pollution. Et l'exercice, c'est de se demander qu'est-ce que c'est qui nous fait le plus peur, personnellement, collectivement. Et si je regarde d'un point de vue raison, qu'est-ce que c'est qui devrait faire le plus peur? C'est-à-dire, si on additionne la pollution, le tabagisme et l'alcool, on arrive à 500 et quelques morts, ce qui est quand même bien supérieur à la Covid. Et si j'ai assez de temps, mais je pense que j'en aurai pas assez aujourd'hui, je voudrais vous montrer que c'est vraiment important de rester en contact conscient avec tous ces ressentis. On va commencer à l'aborder dans la diapo suivante. Et sachant que je vais faire une distinction, c'est pour ça que je parlais d'une carte plus complexe avec 3 systèmes de motivation qu'on a appelés SM1, SM2, SM1P. Et l'idée, c'est de rester en contact avec ces 3 niveaux de ressenti. Ce qui va nous permettre, et ça sera le cadeau, de repérer les transes hypnotiques collectives. Alors, les outils qu'on a développés pour agir avec les jeunes et les moins jeunes, on l'a appelé l'indicateur émotionnel. Et en gros, c'est une double flèche ici, avec un curseur. Ça sera l'idée d'un feedback, d'avoir un feedback. Et on a biologiquement le 100% où je me sens mal ici et le 100% où je me sens bien. 100% je me sens mal, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, hein, qu'il y a un maximum, c'est-à-dire que dans le chagrin, dans la souffrance, dans la douleur, dans tout ce qui est désagréable, il y a un maximum qu'on ne peut pas dépasser biologiquement. Et d'ailleurs, les bourreaux le savent bien parce que des fois, ils sont fatigués
Et ils disent, c'est pas la peine de continuer à se fatiguer, la personne ne sent plus rien, quoi, et ça augmente plus en tout cas. Ça veut dire donc que quand on est déprimé, il y a un fond à la piscine. On ne peut pas aller plus bas que le fond. Et inversement, il y a un maximum aussi où je me sens bien. Donc, quand on a un grand plaisir à vivre avec une personne, à partager avec une personne un temps, si le plaisir est très très fort avec cette personne, c'est pas la peine de rajouter la meilleure musique que vous aimez, le meilleur fromage que vous aimez. Vous n'aurez pas plus de plaisir, une sorte de maximum quoi, qui est atteint. Et donc, être vivant, qu'est-ce que c'est être vivant? Ben, c'est voir que ce feedback-là, ce curseur, il bouge sans arrêt. Donc, à partir de maintenant, je vous invite à rester en contact avec vos émotions, en contact avec tous vos ressentis, agréables, désagréables, selon comment vous êtes assis en ce moment. Et les zones assurées indiquent que plus on va aller vers les 100%, rappelez-vous la diapo avec les 2 flèches vertes, plus on va inhiber les lobes frontaux. Et c'est important parce que dans cette zone médiane, nos neurones affectifs et émotionnels représentent des grandes antennes, des radars. C'est comme si sur un porte-avions, ça représentait les radars, les antennes, tous les appareils qui nous permettent de détecter ce qui se passe à l'extérieur. Ce sont les ressources de notre cerveau affectif émotionnel. Et là, on peut compter sur ces ressources dans cette zone-là. Mais dans la zone assurée, au lieu d'être un miroir pour refléter ce qui se passe à l'extérieur, on va devenir un projecteur. Donc, on a toujours des émotions, sauf qu'elles vont être projetées à l'extérieur. Et je prends un exemple, si par exemple, on vient de voir un film d'horreur, puis qu'on se balade dans les ruelles étroites de Montpellier mal éclairées à 2 heures du matin, ou même après le couvre-feu, pour faire local, eh bien, à ce moment-là, si on entend quelqu'un qui nous suit derrière nous, on va y mettre quelque chose qui nous appartient et qui appartient au film d'horreur qu'on s'est fait passer. Et donc, on va avoir plus peur que cette personne marche derrière nous à 14 heures dans une rue bien éclairée, ensoleillée. Donc voilà cette distinction entre je fonctionne comme un miroir et ici j'ai des informations sur les autres, sur leur état émotionnel et je ne me trompe pas trop. Mais si je suis dans la zone assurée, si je commence à avoir peur ou d'être trop euphorique ou d'être en colère, à ce moment-là, je ne peux plus compter sur mes ressources affectives et émotionnelles. Donc, il faut que je fasse attention à rester en contact tout le temps, y compris même, ça marche encore pendant les rêves. Si on arrive dans la zone assurée, 2 fonctions deviennent difficiles, l'apprentissage et l'empathie. Je peux croire que je suis en empathie quand je suis en euphorie. En fait, je suis en contagion émotionnelle. Je vous propose un deuxième exercice. C'est de recopier devant vous une double flèche en mettant à gauche le 100% je me sens mal, à droite le 100% je me sens bien, et puis tout simplement mettre une petite barre là où vous vous trouvez, là où vous estimez que vous êtes en ce moment, en m'écoutant, en regardant cette vidéo, ce PowerPoint. À un moment donné où le temps gris nous montre quelques gouttes de pluie peut-être et une lumière déclinante. Voilà, je voulais juste le temps de repérer ça. Ça fluctue beaucoup, donc ça peut bouger dans quelques secondes. Là, c'est juste maintenant. Puis, je vous invite à évoquer un souvenir qui vous rend triste, comme moi je l'ai fait tout à l'heure en parlant d'obsèques, et vous mettez une nouvelle barre là où vous vous trouvez en ce moment.
Puis, ce n'est pas la peine d'y rester trop longtemps. Et je vous propose d'évoquer un souvenir qui vous rend heureux ou vous a rendu heureux. Donc, le réévoquer. Tout ça, c'est faire marcher les lobes frontaux. Hein. C'est rendre présent quelque chose du passé. Et normalement, sur votre barre, il doit y avoir 3 petits traits. Et j'espère que cet exercice montre que ces 3 petits traits ne sont pas au même endroit. Alors là, la prise de conscience à laquelle je vous invite, c'est de faire un constat que ce qui a fait bouger l'indicateur émotionnel, ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de vous, mais c'est à l'intérieur de vous. Et c'est vous qui le faites. Donc, je vous invite à conquérir une liberté qui s'oppose à l'idée que notre état intérieur, il dépend de l'extérieur, il est fabriqué par l'extérieur. Et si vous constatez cette liberté, ça sera bien difficile de vous manipuler affectivement. Ça pourra se faire, mais si vous voulez, avec cette prise de conscience que vous êtes OK pour que ça se fasse. Ça ne se fera pas inconsciemment en tout cas. Donc, je vous invite à prolonger cet exercice en restant présent dans la cabine de pilotage. Cabine de pilotage, c'est une métaphore pour parler des lobes frontaux. En tant que pilote, je vous invite à rester dans cette cabine de pilotage et je vous invite à vous accompagner dans toutes ces émotions sans organiser une lutte contre, en les acceptant et en invitant aussi les jeunes ou les moins jeunes autour de vous à faire de même, parce que l'autorégulation, elle commence d'abord par là, à rester conscient. Vous voyez, il y a beaucoup de propositions qui sont faites pour se relaxer, pour méditer, et vous êtes peut-être pratiquant de ces méditations, de yoga. Là, je vais plus loin en proposant de rester, c'est possible de rester en contact de manière durable avec ses émotions. En tout cas, on est équipé pour rester en contact de manière durable avec ses émotions. Peut-être que le yoga ou les méditations diverses peuvent aider à se sensibiliser en se centrant, par exemple, sur sa respiration, sur ses ressentis corporels. Mais la liberté dont je vous parle ici est une liberté où on reste en contact tout le temps. Les émotions sont vraiment très importantes dans notre vie et en ces temps de distanciation avec les individus, je vous invite aussi de voir à quel point on a besoin de partager socialement des émotions. On en a vraiment besoin pour vivre. Et j'ai vu que des petits-enfants, là, on m'a indiqué ça il n'y a pas longtemps, des bébés dans leur poussette avaient des signes d'hospitalisme parce qu'ils ne voyaient plus leurs parents, le visage des parents qui était caché derrière un masque. Et donc, ces enfants étaient sidérés dans une sorte de terreur et ils ne suivaient plus des yeux une main qui bougeait devant eux. Ils étaient ce qu'on appelle pris dans un phénomène d'hospitalisme tout à fait réversible si les parents arrivent à se démasquer, à leur sourire, à leur parler et à passer du temps. Mais il en est de même pour tout le monde. Donc, on a besoin de partager socialement des émotions. Il y a 10 ans, il y avait eu un sondage qui montrait que les Français parlaient à peu près 20 minutes par jour de la météo. Et de parler de la météo, ça permettait de dire « Oh là là, il fait bien gris en ce moment ». Ou quand il fait soleil, oui, mais enfin, ça ne va pas durer, on va le payer. C'est une manière détournée de parler de ses émotions parce que finalement, ce n'est pas beaucoup dans notre culture de parler des émotions. D'où le livre de Bernard Rimet, Le partage social des émotions, à lire. Alors, dans notre cerveau, il y a encore quelque chose qui est peu connu des pédagogues, c'est le fait qu'on est
une disposition biologique qui fait que quand on réussit à résoudre un problème, on va avoir une sécrétion de dopamine. Et la dopamine est associée, lorsqu'on en a conscience, à un grand plaisir. La première démonstration neurobiologique de cela, c'est 2004, c'est donc il n'y a pas très loin, il n'y a pas très longtemps. Mais chacun a pu vérifier dans sa vie à quel point c'est agréable de résoudre un problème, à combien c'est agréable de réussir à trouver l'énigme, de combien c'est agréable d'explorer, de rencontrer des gens qui ne vous ressemblent pas, qui sont nouveaux. Là, l'expérience qui a été faite, c'est avec des rats. C'est des rats où on pensait que la sécrétion de dopamine, donc associée au plaisir, aurait lieu quand le rat touche sa récompense après être sorti du labyrinthe. Eh bien non, la sécrétion de dopamine se produit au moment où il résout le problème du labyrinthe et non pas au moment où il rencontre le bout de fromage à la sortie du labyrinthe. Donc ça change beaucoup la manière de concevoir les apprentissages s'il y a une motivation intrinsèque, endogène. Et donc, vous voyez que la question comment motiver les élèves est une question obsolète. La nouvelle question que je vous propose maintenant, c'est comment permettre aux élèves de se remotiver pour l'apprentissage. Parce que nos études ont montré qu'en fait, les élèves se démotivent pour cette motivation endogène. La preuve de cela, c'est que pour beaucoup d'élèves, si ce n'est pas noté, s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas une récompense à l'extérieur ou une peur ou une menace, ils ne font pas le travail demandé. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'avec cette motivation endogène de l'apprentissage, nous sommes en référence interne, puisque ce plaisir, cette récompense, le sujet ne le doit qu'à lui-même, au temps qu'il a passé. Et on voit que les exercices faciles produisent une récompense faible, tandis que les exercices difficiles, ça nous demande du temps, si on a dû y penser beaucoup, passer d'énergie. Le plaisir est extrême lui aussi. Alors, est-ce que dans notre culture, qui est encore imbibée de l'ancien paradigme éducatif, est-ce que l'élève est-il un pilote, un sujet ou un objet? Tout le monde a une théorie implicite de ce qui motive ou ce qui démotive. Et on retrouve la trace de ces théories, implicites des fois, dans notre langage. Par exemple, si on était dans la réalité, on dirait que les notes sont basses, moyennes, hautes. Si la réalité est filtrée par une théorie, ici ce sera la théorie des psychologues comportementalistes ou behavioristes, on va dire que les notes sont bonnes ou qu'elles sont mauvaises. Donc ça veut dire qu'elles jouent un rôle de punition ou de récompense, de carotte ou de bâton. Oui, notre langage courant, comme les bons et les mauvais élèves, tout cela, traduit le fait qu'on est dans une psychologie behavioriste dominante. Mais il faut savoir que les psychologues comportementalistes ou behavioristes, ce sont des psychologues qui se sont attelés à une question principale qui n'est pas de faire advenir un sujet, de faire devenir un futur citoyen autonome, libre, responsable, apte à vivre avec les autres sans violence. La question auquel ils répondent depuis le départ, c'est comment amener un individu, animal ou humain, à faire les comportements qu'on désire. Comment motiver un individu pour obtenir de lui les comportements attendus.
Ça a été appliqué à grande échelle chez les humains, par exemple, sur les citoyens américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aucun Américain était motivé pour venir faire la guerre de tranchée avec les Européens et mourir sous le feu des mitrailleuses allemandes. Eh bien, grâce à la propagande qui utilisait justement la psychologie behavioriste, ça a été rendu possible et ces Américains sont venus nous aider avec, pour la petite histoire, en nous apportant la grippe espagnole, qui est aussi la grippe de Boston. Et non pas espagnole, les Espagnols y étaient pour rien, en 1918. Alors, on a compris que si on n'utilisait plus la carte des psychologues behavioristes, ce serait quand même intéressant de construire un modèle des motivations humaines qui soit plus complexe, plus précis, pour nous permettre donc de favoriser l'apprentissage, favoriser l'autorégulation des humains. Donc pour cela, nous avons fait un modèle qui intègre la psychologie behavioriste, qui intègre également la psychologie humaniste, où a été décrit pour la première fois cette pulsion intrinsèque qui nous pousse à devenir, qui nous pousse à nous réaliser, qui nous pousse à résoudre des problèmes, à faire des rencontres transformatives avec les autres, à explorer, etc., qui nous pousse à devenir un peu plus un sujet, et à intégrer également quelque chose qui est plus européen, qui s'appelle la psychanalyse, avec le courant psychanalytique, pour lequel Freud n'a jamais parlé de motivation, qui est un terme qui vient de l'anglais, mais il a utilisé le terme compulsion. Donc, d'un point de vue épistémologique, Freud rentre dans les théoriciens des motivations. Et notre travail a été d'intégrer ces différents courants. On a même rajouté encore d'autres qui sont un peu intermédiaires. Et nous sommes arrivés donc à ce modèle complexe qui est une façon d'utiliser des circuits nerveux qui existent, qui ont été décrits comme des circuits de renforcement positifs ou négatifs, sachant que les circuits de renforcement positifs sont perçus comme agréables quand ils fonctionnent, et les circuits de renforcement négatifs sont perçus comme anxiogènes. Donc, ces circuits vont fonctionner selon 3 modalités qu'on a appelées systèmes de motivation. Le premier s'appelle motivation de sécurisation, SM1, dont je vous parlais il y a quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Système de motivation d'innovation, ça c'est le second. Et le troisième, système de motivation de sécurisation parasitée, alors, tout simplement appelé système de motivation d'addiction, SM1P. Et ce qu'on appelle système ici, eh bien, c'est l'indicateur émotionnel que je vous ai déjà présenté. Donc, tous les ressentis entre extrêmement désagréables à extrêmement agréables, mais dans trois modalités différentes. Donc, je vous propose 3 définitions pour pouvoir les reconnaître, vous en rappeler, et à ce moment-là, cette carte complexe des motivations, elle sera à vous. Et vous pourrez voir si elle vous est utile, plus utile que la simple théorie behavioriste carotte et bâton. Donc, ce premier système de motivation permet de repérer ce plaisir que nous avons dans les situations où c'est quelqu'un à l'extérieur de nous qui satisfait nos besoins. Donc, quand nous sommes un bébé, un petit enfant, c'est quelqu'un qui devine à l'extérieur de nous qu'on a faim, qu'on a soif, qu'on a besoin d'être touché, qu'on a besoin d'être changé éventuellement. C'est quelqu'un à l'extérieur de nous qui nous reconnaît sans jugement, qui nous accepte tel que l'on est, sans condition, tel que l'on est, c'est-à-dire un sujet en devenir. Et si nous avons reçu beaucoup dans ce système de motivation 1, de sécurisation, on a mémorisé quelque chose qui est un véritable trésor, qui est que la vie nous aime
la vie est bonne pour nous, que l'univers nous aime. Ce qui fait que quand on va avoir des crises, quand il va y avoir des choses difficiles à surmonter dans notre vie, on aura un petit bagage là qui va nous aider à les franchir. Bien souvent, rares sont ceux qui ont été pleinement satisfaits en SM1. Dans ce cas-là, comme nous sommes en référence externe, on risque de chercher à l'extérieur de nous des choses qu'on n'a pas reçues. Pour faire court cette définition, à vous si ça vous donne envie d'aller creuser, le SM1 fonctionne chaque fois que nous sommes dans des situations connues, c'est-à-dire que nous faisons quelque chose que nous maîtrisons bien, que ce soit un enseignement qu'on a l'habitude de faire et qu'on aime bien, une recette de cuisine. C'est aussi le plaisir que l'on a à rencontrer des personnes qui pensent comme nous, des amis qui ont les mêmes valeurs, qui mangent comme nous, qui aiment les mêmes films, relire un roman qu'on aime bien, écouter de la musique qu'on aime bien. Bref, tout ce qui fait pour nous le connu et cette sécurité qu'on a à retrouver, un lieu de notre enfance où on était bien. Maintenant, pour percevoir le SM2, je vais forcer le trait en vous disant, imaginez que vous soyez condamné d'aller toujours au même endroit en vacances, avec les mêmes personnes, faire les mêmes blagues, manger la même chose, au même resto, et que vous ne puissiez pas faire autre chose. Donc, au bout d'un moment, c'est désagréable, mais pas en SM1. Ça devient désagréable en SM2. Pourquoi? Parce que le SM2, lui, nous pousse à explorer. Et le désagréable en SM2, donc le 100% je me sens mal en SM2, c'est justement tout ce qui touche la répétition, le toujours pareil, la même balade, parce qu'avec le couvre-feu, je ne peux pas aller trop loin, avec le confinement, je dois tourner autour de la maison, etc., etc. Je ne peux pas rencontrer les gens que je voulais. Donc, ça peut exacerber le SM2. Et c'est le SM2 qui peut nous pousser d'ailleurs à la révolte, la rébellion. Quand on demande aux jeunes ce qui les énerve chez les adultes, ils disent, mais souvent les parents et les enseignants, ils se ressemblent, ils sont pareils, c'est-à-dire ils sont trop faciles à calculer. Avant qu'ils parlent, on sait déjà ce qu'ils vont dire. Voilà, ça c'est ce qui agace, ce qui peut agacer les jeunes en SM2, désagréable en SM2. Donc là, si on veut, si on est en contact éducationnel, parents d'élèves, enseignants, avec des jeunes, je vous invite à être un adulte non calculable, ne pas savoir ce qui va se passer. Alors, j'ai une mère de famille qui est rentrée dans la chambre de son fils ado, qui était, selon ses critères, dans un désordre innommable. Elle a senti en elle ce qui allait l'amener à hurler, comme d'habitude, et elle s'est dit, tiens, et si je changeais? Elle est allée vers son fils et elle l'a embrassé en le prenant dans les bras. Et là, l'ado, il ne savait plus où regarder, qu'est-ce qui se passait. Il se sentait transporté dans un monde nouveau. Et il s'est trouvé qu'un peu plus tard, il a rangé toute sa chambre. L'erreur, ce serait ici de vouloir le faire en revenant dans le behaviorisme, pour amener l'adolescent à ranger sa chambre en disant, voilà, j'ai trouvé une nouvelle carotte, mais on resterait dans le même système théorique. Donc, c'est ce qui nous pousse à apprendre, à devenir autonome. Et c'est le moteur de l'apprentissage, le SM2. C'est ce qui nous pousse à rencontrer des gens qui ne pensent pas comme nous, qui diffèrent de nous, qui nous dépaysent. Et c'est peut-être l'explication des relations de couple durables, c'est-à-dire si l'autre continue à nous étonner, si on n'est pas obligé de dire bah, ça fait 3 heures que je suis avec lui et j'ai déjà fait le tour. Et SM1 et SM2 sont complémentaires. Et c'est lorsqu'on se sent en sécurité qu'on peut prendre le risque d'apprentissage. C'est une conclusion très importante.
Parce qu'elle nous dit que si on veut permettre aux élèves de se remotiver, le premier levier, la première prise qu'on a sur la situation, c'est de créer un climat de sécurité. Et on verra un petit peu, j'espère, dans quelques minutes, ce que c'est que créer un climat de sécurité. Alors, on s'ennuierait si au niveau du cerveau, il n'y avait pas une troisième possibilité d'avoir du plaisir. En particulier, le SM1P, donc P comme parasité, est une hypertrophie du SM1. Donc, hypertrophie de la référence externe, où on va chercher activement, à travers des produits, à travers des comportements, en particulier la violence, mais ça peut être des achats pathologiques, ça peut être du sexe pathologique, ça peut être des jeux pathologiques, du travail pathologique, ça peut être une relation que les Anglais appellent la love addiction, c'est-à-dire une fois qu'on est dedans, on ne peut plus en faire le deuil, c'est-à-dire la quitter est problématique. Et les gens, 40 ans, 50 ans après, quand ils n'ont pas fait le deuil, ils ont une petite larme pour parler de papa et de maman, une petite larme pour parler de la relation qu'ils ont eue il y a très longtemps. Et ça peut être aussi une addiction aux idées. Et j'ai appelé ça l'addiction aux certitudes. C'était avant les attentats de Charlie Hebdo. Et dedans, je montrais que quand on est addict à une certitude, ça peut devenir très dangereux que de critiquer cette certitude, que de la remettre en question, d'essayer de la déstabiliser. Ce qui me paraît important de souligner lorsque fonctionne le SM1P, c'est que soi-même, on est un objet et que l'autre qui est en relation avec nous est considéré aussi comme un objet. Donc pour un alcoolique, autrui, quand il est en manque, c'est quelqu'un qui peut avoir caché son alcool ou qui pourrait lui procurer de l'alcool. Dans la violence, celui qui est en face de nous, c'est est-ce que je peux lui faire peur? Et dans ce cas-là, je vais me sentir puissant et je me sentirai bien et moins anxieux. Ou je n'arrive pas à le faire peur, je n'arrive pas à le manipuler, donc il n'est pas intéressant. L'alcool étant le premier anxiolytique connu dans l'histoire de l'humanité. Et si on regarde la finalité du SM1P, eh bien, il nous fait tourner en rond, il nous rend prisonniers de conduites qu'on va avoir beaucoup de mal à quitter et qui nous font répéter le passé. Et donc, le SM1P et le SM2 sont des motivations antagonistes. Le SM2 nous pousse vers des apprentissages, vers des explorations, tandis que le SM1P, au contraire, nous pousse à faire toujours pareil. Le SM1P, comme dans Tanguy, nous pousse à rester chez papa et maman, et le SM2 nous pousserait à s'émanciper, à avoir son propre lieu, à rencontrer d'autres personnes et à devenir autonome. Le film Tanguy montre bien l'antagonisme entre les deux, si vous l'avez vu. Alors, parasitage, regardons un petit peu comment s'installe un programme étranger qui va donc parasiter le SM1P. J'ai pris ça dans une publicité des apprentis d'Auteuil. Donc, je suis bonarien, pense cette jeune fille, et l'explication, c'est à force d'entendre qu'on ne vaut rien, on finit par le croire. Et ça fonctionne un peu comme une hypnose, parce qu'un enfant n'a pas la possibilité de résister à une hypnose. C'est-à-dire que tout ce qu'on lui dit devient pour lui une réalité. Si on lui dit qu'il est nul, il va intérioriser « je suis nul ». Il n'intériorise pas « tel jour à telle heure, mon prof ou tel éducateur ou tel parent m'a dit que j'étais nul ». Ça devient un programme étranger, c'est-à-dire « je suis nul ». L'exemple du virus est intéressant parce que c'est comme si on introduisait le programme viral dans notre programme d'identité. Donc, il y a tout un travail que je ne vais pas pouvoir faire avec vous, puis ce n'est pas le but non plus cet après-midi, mais vous pouvez le faire en recherchant
tout ce à quoi vous avez renoncé en déclarant que vous étiez inapte. Et derrière, vous verrez peut-être le chant, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, vous êtes convaincu de chanter faux? Ben là, c'est la trace d'un programme étranger. À vous de voir si ça vous convient d'être parasité au niveau du chant ou si vous avez envie de le faire disparaître. C'est possible aussi. Enfin, par disparaître, il y aura toujours la mémoire. On n'effacera pas la mémoire, mais ce qui va disparaître, c'est la prégnance, c'est-à-dire la capacité du programme étranger de nous faire tourner en rond. Alors, ces trois systèmes de motivation fonctionnent jamais ensemble chez quelqu'un, mais on peut passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire on peut fluctuer, sauter d'un système à l'autre dans quelques secondes. Donc, c'est toujours pareil. L'indicateur émotionnel ici, c'est, on va le voir, c'est multiplié par 3. Et l'idée, c'est de rester conscient de là où j'en suis en SM1, là où j'en suis en SM2 et là où j'en suis en SM1P. Et en médecine, on va appeler toxicomanie quand le SM1P a pris toute la place et empêche le fonctionnement en SM1 et en SM2. Nous y voilà avec un triple indicateur émotionnel. Donc, imaginons que je prenne par exemple là, comme métaphore pédagogique avec vous le fait que je sois fumeur et que je décide de fumer là tout de suite maintenant. Donc, c'est une décision que je prends, c'est un cadeau que je me fais à moi-même. Donc, je suis en SM2 et c'est très agréable de décider de ma vie. Donc, mon curseur, il va bouger dans ce sens-là, comme ça. Puis, comme j'en parle autour de moi, on me dit, oh, c'est très chouette ce que tu fais là, c'est beau, c'est courageux, c'est un beau cadeau que tu fais à toi, à ta famille, etc. Donc, dans les yeux des autres, je suis un peu comme un héros. Et c'est agréable que les gens nous voient comme un héros. Donc, mon curseur, il va aller, je me sens bien SM1. Et ceux qui fument, vous le savez bien, quand on arrête de fumer, dans les 5 premières minutes, il n'y a pas grand-chose qui se passe, donc ce curseur-là, il ne bouge pas. Mais non, on fait un peu de fiction, on se projette dans le temps, 48 heures plus tard, 48 heures d'abstinence tabagique. Je me réveille et mon curseur ici, j'étais un gros fumeur, donc il est ici. Je me sens très mal en SM1P. Je pense qu'à fumer au tabac, ça m'obsède. Tout me ramène à fumer une clope ou la pipe. Et je vois bien que je ne vais pas arriver à faire autre chose si je ne me libère pas un peu de cette obsession en fumant une cigarette et je me dis, je ne vais même pas la fumer jusqu'au bout. Donc les premières bouffées vont mettre mes neurones prisonniers du SM1P ou dans le SM1P. Ça va être un très grand plaisir en SM1P. Mon curseur, là, il va pratiquement dans le maximum. C'est le maximum du plaisir que peut procurer le tabac après une abstinence comme ça. C'est comme cela en plus fort, c'est comme la première cigarette du matin. Et à ce moment-là, il y a des gens qui me voient, qui me disent, mais alors, finalement, tu n'as même pas tenu 3 jours. Donc, dans les yeux des autres, je ne suis plus du tout un héros. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de volonté, qui ne fait pas ce qu'il dit, qui est vélitaire, etc. Donc, le curseur, il va, je me sens mal à SM1. Puis là, la mémoire me revient en disant, mais il me semble qu'il y a 3 jours, j'avais dit que j'allais arrêter de fumer. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de cloper, donc je ne fais pas ce que je veux. Donc, au côté SM2, je ne me plais pas et je ne me sens pas bien SM2. Voilà, tout ça, c'était pour vous amener à voir comment ça fonctionne. Et je résume les 3 systèmes. Le SM1 nous pousse vers des situations déjà expérimentées, vers le connu, vers la sécurité, la stabilité. Le SM2 nous pousse à être des êtres en devenir, désireux d'autonomie, d'apprentissage, de rencontres transformatives. Donc, c'est un désir qui nous pousse vers l'autonomie, l'individuation, la responsabilité. Et les valeurs du SM1P, bien, c'est toujours plus et tout de suite. Toujours plus, c'est-à-dire il n'y a plus de fin, il n'y a pas d'autorégulation. Dans l'addiction en médecine, on parle de tolérance, c'est-à-dire qu'il en faut toujours plus pour avoir le même effet. Tout de suite, c'est immédiat. Pour l'alcoolique, si on le dit que vendredi soir, les magasins ferment ouvrent le lundi matin, ça n'ira pas du tout. Il veut l'alcool tout de suite s'il est en manque.
et puis pour moi, on se moque des autres. Et on a comme valeur principale l'individualisme, l'irresponsabilité, ce qu'on peut déplorer. On le voit actuellement par rapport au phénomène d'éducation à l'environnement, par exemple, ou à la santé. On a lutté contre ces valeurs qui ont été largement promues par la publicité, par une société en général qui est addictogène. Alors, je vous propose de repérer, c'est le troisième exercice que je propose cet après-midi, et repérer ces systèmes de motivation dans les paroles d'élèves quand ils parlent. Et par exemple, quand il dit « Je suis content quand je sens que depuis la rentrée, je fais des progrès ». Ou une autre phrase, au début, cet exercice me paraissait difficile, mais je suis arrivé et je suis tout content. Et je suis content parce que j'ai croisé mon prof qui m'a dit que j'ai bien progressé depuis l'an passé. Alors, je ne sais pas si c'est évident. Je suis content, il y a 5 phrases. Hein. Il y a je suis content dans 5 phrases, mais il n'y a pas toujours le même système de motivation. Et il s'agit pour vous de voir si c'est en référence externe ou interne. Et est-ce qu'ils sont en SM2, est-ce qu'ils sont en SM1? Donc, dans un cas, l'élève sent qu'il progresse. Dans l'autre cas, il a franchi une difficulté. Et dans le troisième, c'est quelqu'un à l'extérieur de lui, un expert, qui lui a dit qu'il a progressé. Donc là, vous devriez avoir les moyens de distinguer le SM1 et le SM2. Comme je ne vous vois pas, je n'ai pas moyen de savoir si vous avez trouvé la distinction entre le SM1 et SM2. Si vous posez la question, est-ce qu'il n'y aurait pas du SM1P? Alors, voici les autres phrases, les 4 et les 5, et on peut voir les signes de l'addiction. Je ne suis content que lorsque l'enseignant me dit que je fais des progrès. Et dans la phrase, il y a ne que, c'est-à-dire que si on ne me dit pas que je fais des progrès, je ne suis pas content, je ne suis pas bien. Donc, on pourrait là voir un programme étranger comme celui de la jeune fille que je vous ai montré tout à l'heure en diapo, en disant si à l'intérieur de moi est inscrit je vaux rien, je suis bon à rien, alors il faudra sans arrêt qu'on me dise que ce que je fais est valable. Mais en même temps, ça ne soigne pas le fond, ça me soulage. Un peu comme un alcoolique qui est mal, il boit un verre d'alcool, il est soulagé. Donc le verre d'alcool, c'est qu'on me dise à l'extérieur, mais oui, ça va bien ce que tu as fait. Mais à l'intérieur, ça n'a pas effacé, ça n'a pas neutralisé plutôt qu'effacé le programme étranger qui est toujours virulent. Dans la phrase 5, je ne suis content que s'il ne le dit qu'à moi, c'est un autre programme étranger. C'est sans doute en relation avec un souvenir où quand on a cessé d'être le seul, eh bien, c'est devenu douloureux. Ça arrive souvent, cela, au premier d'une fratrie, quand il y a un deuxième enfant qui arrive, qui prend de l'attention, surtout s'il est malade. Si l'enfant n'a pas été bien préparé à vivre, à partager, disons, l'affectivité des parents ou de la famille avec un petit frère ou une petite sœur, ça peut être douloureux. Donc, il reste ça. Je suis content que si on ne le dit qu'à moi, pas aux autres. Voilà ce troisième exercice. Je ne sais pas, c'est là que ça me manque vraiment le feedback lié au présentiel, parce que là, je reverrai si vous êtes en train de vous noyer ou au contraire, si ça va. Je n'ai que 2 vignettes. Je n'arrive pas à voir les autres. Après, on peut faire une pause sur le partage d'écran pour avoir un petit retour des participants, si vous voulez, Daniel. Oui. Ah, ça me fait du bien de revoir vos visages. Est-ce que vous auriez un nombre à 5 chiffres à me proposer pour ce troisième exercice? Moi, je veux bien, si vous voulez.
sachant que la motivation d'addiction, on va l'appeler 3, le SM1, on l'appelle 1, et le SM2, on l'appelle 2. Donc, pour ces 5 phrases, vous avez un nombre à me proposer, un quintet à jouer. Aïe, aïe, on ne vous a pas dit que vous alliez être interrogé. Vous êtes tranquille. Oui? Oui? Alors, j'avais l'impression que les deux dernières, c'était un SM1P. Oui. Hum, Donc, ça en tout ferait cas, j'ai 33 à des... la fin. Voilà. Le SM2, c'était les deux où il progressait. Le Donc, SM1, c'est le prof qui lui a dit qu'il faisait des progrès. 22 133, vous avez gagné. C'était le quintet gagnant. Pour tous les autres, ça veut dire que ben, vous êtes rentré dans l'apprentissage et que c'est pas l'apprentissage, il commence juste là pour ceux pour qui c'est la première fois que vous trouvez ces catégories. Après, il s'agit d'être en temps réel, de l'observer chez soi, de se dire, vous voyez, c'est absolument pas moral. C'est-à-dire, je dis pas de ne pas avoir du plaisir SMMP. Tout ce que je dis, c'est que notre liberté dépend du fait qu'on en soit conscient. Si la liberté ne vous intéresse pas, ce que je vous propose là, il n'y a pas à le faire. Mais si la liberté vous intéresse, alors soyez conscient parce que le SMMP, c'est ce qui nous rend vulnérables. C'est par là qu'on peut nous manipuler. C'est par là que passe la publicité. C'est par là que passe la propagande. C'est par là que passent les peurs et qu'on vous fait ressentir, etc. D'où l'intérêt d'associer, j'ai à cette connaissance, cette carte fine de nous-mêmes, avec être branché sur nos 3 indicateurs émotionnels. Et puis pour les autres, eh bien, ça nous permet d'interférer avec les autres. Par exemple, ça nous permet de voir que quelqu'un de très agressif, c'est le SM1 qui est en cause. Ça veut dire qu'il est en insécurité. Et donc, vous allez aider à se sentir un peu plus en sécurité. On pourra voir des petites choses là, j'espère, aujourd'hui. Vu l'heure, ça commence à être un peu restreint. Mais si je prends encore 5-10 minutes, on va pouvoir le voir. Et puis, pour aider les apprentissages aussi, ça nous permet aussi de voir que peut-être il y a des problèmes avec les élèves parce qu'ils s'ennuient. Donc, il faut tout de suite les stimuler en SM2, pas attendre. Et puis, un élève qui sera en SM1P, au lieu de grimper au rideau et de se mettre en colère soi-même, eh ben, on va pouvoir lui refléter son fonctionnement en SM1P. Et puis, si il essaye d'induire chez nous des comportements, on pourra le recadrer, mais très précisément. Il y a une stagiaire en EPS, elle venait de commencer, elle avait 23 ans, 24 ans, elle avait un grand ado, 17 ans, là, et l'exercice, c'était du saut à la corde. Il la regarde dans les yeux, il lui dit mais moi, madame, ce n'est pas la corde que j'ai envie de sauter. Donc, vous étiez en contact avec vos émotions, vous voyez ce que ça peut faire. Donc, il s'agit d'accompagner ce que ça nous fait, et puis d'être en mesure pas de plaisanter, pas de laisser passer, pas de faire ce qu'on n'a pas entendu, mais de lui dire on n'est pas là pour ça, alors tu sautes ou tu passes ton tour. Vous voyez, ce qu'il lui a envoyé là, c'est que ta manœuvre pour me manipuler a complètement échoué. Et c'est moi qui reste un prof, c'est moi qui reste détenteur de l'autorité, et ta liberté, c'est de sauter ou de passer ton tour. Donc en même temps, c'est pas le soumettre, c'est l'inviter à être un sujet et l'inviter aussi en disant tu ne peux pas me manipuler. Un adulte qu'un adolescent manipule ne peut pas, le jeune ne peut pas grandir si l'adolescent arrive à manipuler l'adulte. Il faut que l'adulte puisse rester ni tout le temps. Je vais revenir un peu vers l'apprentissage, puis après vous laisser avec des questions si vous en avez, le temps pour les formuler, puis si je peux y répondre, j'y répondrai, mais comme je le prévoyais, je ne peux pas
faire la totalité du programme qui me semblait devoir être traité pour répondre à cette question de comment prendre en compte la dimension affective de l'apprentissage. Mais ce qui n'est pas fait aujourd'hui, on peut le faire plus tard. Ce qui me paraissait important, c'est aussi que vous ayez assez de temps pour vous approprier cette première partie. Alors, je reviens donc à cette proposition donc, de s'entraîner pour soi. Et ce système des 3 motivations peut être présenté, y compris en grande section de maternelle. Il s'agit naturellement de le mettre avec des exemples à la portée des élèves, mais ils s'en emparent très volontiers. Ça leur plaît beaucoup. Et ils font des liens en disant c'est vrai que toi, tu nous fais toujours rigoler quand il y a un exercice nouveau. C'est des choses comme ça. Et ils se servent de ça, ils se servent de la courbe d'apprentissage, notamment si on arrive à expliquer comment on apprend. Alors, le moment où on apprend, c'est un moment où on doit lâcher ce qu'on sait faire, on devient vulnérable. C'est une déstabilisation cognitive, nous a dit Piaget. Et là, je vais montrer aussi que c'est une déstabilisation affective. Voilà les 4 étapes que je vous invite à repérer, avec la première ici qui est « je ne sais pas, et je ne sais pas que je ne sais pas ». Et vous voyez, on a mis l'indicateur émotionnel ici. Je ne suis pas capable de représenter les 3 systèmes de motivation, mais je vais vous en parler. Quand je ne sais pas que je ne sais pas, je suis dans le connu, dans le maîtrisé. Donc, un apprentissage, un vrai apprentissage, il va me déstabiliser dans la mesure où il va m'amener à ressentir je ne sais pas et je sais que je ne sais pas. Donc, tout apprentissage est une frustration SM1. Et ce qui va me permettre de sortir de ce truc désagréable, vous voyez, on est dans le registre désagréable, inévitable. On peut dire que dans le cerveau, tout changement, les systèmes de renforcement négatifs dont je vous parlais, tout changement est vécu comme anxiogène. Quel que soit le système de motivation, changer est anxiogène. Donc, c'est le prix biologique pour changer. Mais ici, on a toutes sortes de ressentis. Et ici, c'est le SM2 qui va nous sortir de cette déstabilisation. C'est quand je commence à comprendre. Et quand j'ai compris, je sais que je sais. Et je n'ai pas besoin qu'on me dise que j'ai trouvé, ou qu'on m'applaudisse, qu'on me félicite. Mais là, j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin d'être accompagné dans cette période. Parce que ce que je vis, c'est est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai assez de temps? Est-ce que les autres ne vont pas se moquer de moi si je n'y arrive pas? Est-ce que si je fais une erreur, est-ce que je ne fais pas quelque chose de mal? Etc., etc. Et il y a aussi quelque chose de profondément affectif, c'est mon prof et tout le monde, ils sont tellement attachés à ce que je ne fasse pas d'erreur, que faire d'erreur, ce n'est pas faire quelque chose de mal. Et si je fais des erreurs, si je fais quelque chose de mal, est-ce que mon enseignant ne va pas cesser de m'aimer, cesser de m'estimer? Voilà, il y a tout ça. Et j'ai besoin de m'approprier mes ressentis. J'ai besoin que quelqu'un à l'extérieur de moi puisse dire « Je vois que ce n'est pas facile pour toi, mais je constate aussi que tu n'as pas abandonné et je salue celui qui a envie de réussir. » Par exemple. Donc, dans cette période-là, c'est pour ça que je parle d'évaluation formative, il ne devrait pas y avoir de contrôle. Dans le contrôle, l'erreur est un écart à la norme. On peut en faire quand on a fini l'apprentissage. Mais c'est criminel de faire des contrôles dans cette période-là. Donc, le contrôle continu est à abandonner. Parce que dans le contrôle continu, toutes les erreurs baissent la note de l'élève et le font échouer personnellement. Un peu plus tard, on ne reste pas dans l'euphorie, donc je sais et je sais plus que je sais, sauf quand je retrouve un problème du même type. Mais si je fais un nouvel apprentissage, je vais me rappeler que j'étais capable de traverser cette zone, ce désert, cette épreuve, cette crise psychologique et affective. Et donc, j'aurai moins besoin de sécurisation. J'irai moins profond dans le désagréable.
Vous voyez, c'est très important de faire éprouver le plaisir d'avoir réussi un apprentissage. Ça permet de grandir. Et j'ai parlé du SM2 ici, du SM1. J'ai montré que c'est le SM2 quand je commence à comprendre. Je comprends plus, je comprends plus. Ah, j'ai vraiment compris. Je me sers de mes erreurs pour comprendre. J'ai compris ce que j'ai fait. Mais je n'ai pas parlé du SM1P. Donc, imaginons ici le SM1P. Imaginons quelqu'un qui a un parasitage du SM1. Il s'engage dans l'exercice et il se dit « Ah, maintenant ça me revient. J'allais l'oublier. Je suis complètement nul dans cette matière. » Donc, regardez ma flèche ici. Hop, je reviens ici, sur cette rive. Et je me dis « C'est même pas la peine d'essayer puisque je suis nul. » Si on me pousse trop, je vais le faire, mais de mauvaise grâce. Et donc, je n'y arriverai pas, ce qui confirme vraiment je suis nul. Le programme étranger reste inchangé, voire même renforcé. Alors, qu'est-ce qui se passe si on reste sur cette rive? Le plaisir SM1 qu'on aurait eu en faisant correctement son boulot d'élève, d'être reconnu donc par le système scolaire, on n'a pas de plaisir SM1. Généralement, tout le monde nous fait comprendre qu'on n'a pas fait notre job d'élève. Au niveau plaisir SM2, pour avoir le plaisir SM2, il faut aller là-dedans et remonter. On ne l'a pas non plus. Et dans notre cerveau, qu'est-ce qui fonctionne encore? Qu'est-ce qui est possible? Bien la motivation d'addiction. Et ici, qu'est-ce qui se passe au niveau des adultes, parents, éducateurs, enseignants? C'est là qu'ils essayent de motiver, c'est-à-dire de pousser l'élève à y aller quand même, alors qu'à l'intérieur de lui, ça s'y oppose. Donc, les mamies, elles vont donner 2 € pour toutes les notes au-dessus de la moyenne. Les papas, ils vont aller du côté bâton en disant « Donne-moi ton téléphone », condition que l'élève ne soit pas assez costaud pour se laisser faire, ne pas se laisser faire. Les profs, il y a le sourire de la maîtresse, il y a les menaces en disant « Tu ne pourras pas t'orienter comme tu veux », mais il n'y a pas grand-chose au niveau carotte et bâton. Et donc, l'ancienne carte des motivations est en panne ici. Donc, je propose cette nouvelle carte qui permettra finalement de faire que les programmes étrangers soient moins forts, d'aller solliciter le SM2 pour donner envie et de créer ce climat de sécurité qui va restaurer le SM1. Et la première chose qu'on va, là je place, la première chose qu'on va voir ici pour restaurer le SM1, créer un climat de sécurité, c'est la première condition, c'est le postulat de cohérence. Et ça sera un peu ma conclusion pour aujourd'hui, c'est-à-dire c'est postuler que chacun est cohérent, c'est-à-dire que tout le monde a des bonnes raisons, légitimes, valables, réelles, complexes, de penser ce qu'on pense, de dire ce qu'on dit et de faire ce qu'on fait. Et surtout, de ressentir ce qu'on ressent. Donc, le postulat de cohérence s'oppose à un postulat implicite, qui est souvent un postulat dans lequel tout ce qui diffère de nous est considéré comme absurde. Donc, qui n'a pas eu dans sa vie quelqu'un qui lui a dit au moment où il était triste, « Tu n'as aucune raison d'être triste », quand il était en colère, « Tu n'as aucune raison d'être en colère », jaloux, etc. Qui n'a pas eu une réflexion en trouvant un exercice difficile ou trop difficile, d'un enseignant qui nous dit « Mais pourtant, je t'ai posé que des questions très faciles », ou de dire « Mais dans l'autre classe, il n'y a pas eu de problème », ou de nous dire « Mais ce n'est pas difficile puisqu'on a déjà vu 3 fois ». Et toutes ces phrases qui sont au service du postulat que l'autre est absurde. Donc là, on est en train de restaurer le SM1 quand on fait ça. Et si on restaure le SM1 devient plus important, le SM1P diminue en intensité, en fréquence, en temps d'occupation de l'espace psychique du sujet. Donc, je vous invite à le tester, sachant que
postulat de cohérence, c'est une acceptation inconditionnelle. Et c'est pour ça qu'il nourrit le SMA. C'est pour ça qu'il va restaurer le SMA. Mais c'est l'acceptation de la personne, ce n'est pas l'acceptation des comportements. Il est important pour les comportements d'installer des limites entre acceptables et non acceptables. Ces limites dépendent de nos valeurs collectives, personnelles. Et toutes ces limites contribuent, elles aussi, à restaurer la motivation de sécurisation. Donc, en mettant des limites, des interdits ou du cadre, comme je l'ai fait avec le jeune là, qui était sorti du cadre avec la prof de PS, le recadrage, ce recadrage permet de grandir parce qu'il nourrit lui aussi le SMA. D'avoir rencontré un enseignant qui le recadre, ça va lui permettre de grandir, comme de rencontrer un enseignant qui peut l'accepter de manière inconditionnelle au niveau de sa personne. Donc pour là, il y a l'exercice, c'est l'exercice numéro 4 où je m'arrête. C'est une invitation, vous, à le faire, c'est-à-dire à le pratiquer. Mais pour ma part, je me mets un peu en retrait pour avoir vos questions et éventuellement vos commentaires, vos critiques, tout ce qu'on peut avoir pour le temps qui nous reste. Et puis, sachant que je n'ai pas de couvre-feu à 18h. Le soleil s'en charge tout seul. Enfin, la rotation de la planète s'en charge tout seul. Merci Daniel, merci beaucoup pour la richesse de ton intervention.